la dernière session qui va elle aussi durer 1 heure et demie avec un certain nombre d'intervenants. Au préalable, je vais dire quelques mots pour resituer la question générale de la journée, tout en prenant en compte l'état actuel de la discussion qui a atteint un niveau assez développé que je ne pensais pas, même au début, que nous atteindrions en termes de sincérité, de transparence et de réflexion assez inhabituelle et de remise en cause, notamment des connaissances. Alors, si aujourd'hui, et je dirais juste quelques touches en introduction de ce débat qui va rassembler 6 personnes, et nous aurons une discussion dans la mesure du possible à la fin, puisque je crois qu'on a un peu plus de temps que prévu et on pourra déborder de 18h30. Si aujourd'hui, et ce que je retiens des interventions de la journée, si le concept très large de préhistoire est l'objet de tensions, de contraintes très spécifiques, elles sont notamment dues au fait qu'en forgeant, pour ainsi dire, la préhistoire s'est forgée en opposition avec la méthode historique pour s'adapter et considérer au mieux son objectif propre, c'est-à-dire l'humanité, l'étude des humanités et des sociétés et des cultures dont la durée est marquée d'une temporalité immense qui n'a rien à voir avec l'histoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément qui a été évoqué, c'est que les données qui nous sont accessibles sont discontinues et tronquées. C'est encore quelque chose de complètement distinct de l'histoire. Et c'est enfin la prise en compte de multiples interactions avec l'environnement dans la durée de temps long et très long géologique qui fait qu'à proprement parler, cette démarche est incompatible avec celle classique de l'histoire. Voilà pour l'archéologie paléolithique. On a entendu aussi à plusieurs fois dans la journée la nécessaire prise en compte dans le concept de préhistoire dès son origine d'une notion d'évolution, de dynamique, d'hominisation, pour reprendre le terme d'Éric, qui l'emprunte aussi bien à Laura Gourand qu'à Bernard Stiegler. Et cela me rappelle que dès les années 50, des objections sont aussi apparues sur ce concept d'histoire qui mêlait trop souvent, de préhistoire, qui mêlait trop souvent la notion d'évolution et d'histoire. Mais à l'époque, comme le rappelait François Bon, l'évolution était conçue comme un phénomène linéaire et les documents, les interventions de François, de Jacques Jaubert, par exemple, et de Bruno Moreil, montrant le buissonnement, les nombreuses humanités, les naissances, les solutions avortées, les arrêts, puis les reprises, étaient des éléments qui n'existaient pas à l'époque. On a aujourd'hui, pour reprendre l'image de François Bon, une échelle autrement documentée, même si les barreaux, de temps en temps, n'ont pas une durée supérieure à quelques mois, années au pire. Donc, je voudrais renouer aussi avec le côté pragmatique qui avait lancé Boris et moi cette remarque sur la difficulté aujourd'hui d'utiliser la préhistoire avec à la fois son préfixe paradoxal et son côté si peu pratique. Dans la présentation que faisait Boris ce matin, nous ajoutions, pour préciser notre pensée, et je nous cite, « En bien des endroits et jusqu'à très récemment, certaines trajectoires historiques amorcées en parallèle du paléolithique récent européen mènent à des sociétés vivant surtout de chasse et de collecte, se passant alors d'États, de villes et d'écriture, et même d'élevage, d'agriculture et de richesse. En somme, sans les attributs par lesquels on fait débuter conventionnellement l'histoire. À ce titre, nombre de sociétés,
n'y sont d'ailleurs entrées que contraintes par la colonisation. Chercher une fin à la préhistoire conserve-t-il alors une pertinence ou ne vaut-il pas mieux accepter que l'histoire, au sens plein, débute avec celle des humains? Situation adoptée, commentée par des personnes comme Bruno Morey qui dit « j'ai pas de problème à voir une lignée humaine dans sa complétude, commençant avec les australopithèques, avec les difficultés que cela présente ». Néanmoins, cet usage de préhistoire rencontre une difficulté qui est celle du préhistorien sur le terrain, rencontre une difficulté politique, un problème de langage. Je vais vous prendre une illustration pour revenir sur une situation historique. C'est celle de la variabilité du sens du terme entre l'Europe et d'autres aires géographiques ayant connu d'autres histoires. Je vais prendre le cas du terme préhistoire en Australie. Donc, le terme est utilisé à la base sous le vocable anglais prehistory, en anglais. Et à cette époque, il mérite une grande attention pour voir à quoi cela a conduit. Cet usage inapproprié dans le milieu de la recherche archéologique jusqu'à la fin des années 60 illustre un cas complexe où l'archéologie et la dite préhistoire, entre guillemets, furent aux prises avec les trajectoires des populations aborigènes. Jusqu'au terme final et libérateur de la fin des années 60, on parlait ainsi de préhistoire pour la période allant du premier peuplement humain du continent jusqu'à 1788, date officielle de l'installation permanente anglaise à Sydney. On avait alors aussi qualifié de, tenez-vous bien, proto-histoire, la période qui s'étendait entre les premiers contacts documentés venant de l'étranger, vers 1623 environ pour les premiers, et l'occupation effective de la région par les Européens. Donc, selon les régions côtières du continent qui avaient été colonisées, contactées, et qui n'avaient pas toutes été contactées à la même période, il existait donc entre 100 et 250 ans de temps dit proto-historique, avant que la phase historique ne s'ouvre réellement. Là, je citais exactement un archéologue important s'il en est, qui est John Mulvaney, qui publie en 1969 cet ouvrage Prehistory of Australia. Cette situation intellectuellement confuse et géographiquement très complexe eut alors la conséquence immédiate, clairement évoquée et revendiquée par l'auteur de, je cite entre guillemets, pour tout ce qui touche spécifiquement à la société aborigène, même au cours de la phase dite proto-historique, on utilise le terme de préhistoire. Et dans cet ouvrage, les sociétés aborigènes contemporaines et subcontemporaines, dûment illustrées avec leurs techniques, leurs pratiques et leurs vestiges et leurs monuments culturels, sont ainsi qualifiées de préhistoriques. Mais il faut comprendre que l'auteur reconnaissait cette complexité. Aujourd'hui, la situation a radicalement changé et il n'est plus possible sur le continent australien de prononcer même le terme de préhistorique. Il y a Pléistocène et d'autres périodes. C'est peut-être une manière de contourner la situation, mais il faut aussi comprendre que ce contexte s'est développé dans une situation où il y avait une conception du temps entre le passé et le présent qui était en continuum dans l'esprit des aborigènes et qui voulait prendre en compte cette continuité et à laquelle je raccorderai l'anecdote que je rappelais dans la session précédente où effectivement, quand on est confronté à ce témoignage, comment réagit-on et comment le vit-on? Voilà. Donc, je voulais terminer cette réintroduction et ce commentaire du sujet avant de vous laisser la parole et je n'irai pas plus loin. Il y a un point à laquelle est arrivée la discussion qui est particulièrement en ce moment ouvert et généreux et on reprendra la discussion à propos de ces éléments. Je voudrais maintenant présenter les intervenants de cette session qui ont été choisis pour apporter des éléments supplémentaires par rapport à l'ensemble des débats déjà parcouru dans la journée. Et je vais commencer
en les introduisant les uns après les autres. Donc, il y aura Catherine Schwab, puis Michel Menu, Jean-Loïc Lequellec, Rémi Labrusse et enfin Philippe Grosso. Et je reprendrai la parole pour une synthèse, une conclusion et pour éventuellement les questions qui rentreront dans notre horaire. Je vais passer la parole à Catherine Schwab, qui est conservateur en chef du patrimoine et responsable des collections paléolithiques et mésolithiques au Musée d'archéologie nationale. Elle enseigne l'art et l'archéologie préhistorique à l'école du Louvre. Elle exposera la genèse du musée depuis le milieu du 19e siècle et comment les pionniers de l'archéologie préhistorique ont joué un rôle fondamental dans l'acquisition des premières séries paléolithiques au Musée d'archéologie nationale, ainsi que dans leur présentation muséographique et leur vulgarisation. Son intervention est donc chargée de la prise en compte et du poids singulier de cet immense héritage culturel aussi diversifié que celui du territoire national. Catherine, je pense que tu es là. Je te laisse la parole. Je suis là. Merci Jean-Michel. Bonsoir à tous. Je vais tenter de répondre à la question qui a été posée par la table ronde d'une manière un peu différente, puisque c'est une question qui s'est posée en fait lors de la genèse du musée des Antiquités nationales, devenu musée d'archéologie nationale il y a une quinzaine d'années. Non pas que faire avec la préhistoire, mais que faire avec les collections préhistoriques. Et pour rebondir aussi sur une autre question, celle du titre de la session, doit-on en finir avec la préhistoire ? La question s'est posée d'abord de comment faire pour en commencer avec cette préhistoire, en tout cas dans les musées. Alors, même si aujourd'hui l'on considère la galerie du Paléolithique au Musée d'archéologie nationale comme une évidence, ça n'a pas du tout été le cas au moment de la formation du musée, puisque ce musée était au départ un musée gallo-romain. Ce musée a été créé par Napoléon III, qui avait rédigé donc 2 tomes de l'histoire de Jules César en 1865 et 1866, et qui avait mis en place une commission, la commission topographique des Gaules, que l'on a l'habitude d'appeler la CTG, en 1858, et c'est à la suite ou parallèlement à tout cela qu'il a décidé de la création d'un musée gallo-romain. Et c'est effectivement sous ce titre, donc très restrictif par rapport à ce qu'il est devenu, que le musée a été créé par un décret le 8 mars 1862. 5 jours après, c'est très étonnant même dans l'histoire du musée, il avait déjà un autre nom puisque dans le journal officiel, on ne parle plus de musée gallo-romain, mais de musée d'antiquité celtique et gallo-romaine. Le spectre s'est déjà élargi, d'autant plus que le terme celtique recouvrait non pas seulement les civilisations celtiques et gauloises comme on l'entend aujourd'hui, mais les civilisations proto-historiques, probablement néolithiques inclus. C'est donc l'arrivée des collections préhistoriques au moment de la genèse de la discipline qui va complètement bousculer, modifier la destination et la dénomination du musée voulu par Napoléon III. Et en effet, le 12 mai 1867, c'est un musée des Antiquités nationales qui est inauguré avec un champ chronologique élargi de la préhistoire au début du Moyen-Âge. Ce musée donc, a été inauguré par Napoléon III et recouvrait donc désormais toute l'histoire depuis les temps les plus reculés jusqu'à Charlemagne. Et il est intéressant de voir que dans la définition même du musée, on parle d'histoire et l'on considère que la préhistoire appartient en fait à l'histoire et n'y est pas présentée comme la précédant ou comme y étant opposée en quelque sorte.
Alors, comment sont arrivées ces collections préhistoriques? Dans un rapport de Nieuwkerke, qui était donc surintendant et qui avait donc pour mission de faire un point sur la situation des musées impériaux, on a toute une liste des acquisitions de collections préhistoriques. On sait que les premières collections données donc au musée des Antiquités nationales, ce sont bien sûr les collections données par l'empereur lui-même. Et pour ce qui est de la préhistoire, il y a une collection en particulier qui est passée du roi du Danemark à l'empereur, puis de l'empereur au musée. Et ce sont les premiers numéros de l'inventaire pour des raisons probablement protocolaires. Ensuite, il y a les collections qui sont envoyées par les ministères, notamment le ministère de l'Instruction publique, parce que à cette époque, les musées sont dirigés, coordonnés par le secrétariat des Beaux-Arts au ministère de l'Instruction publique. Une des collections arrivées par ce biais n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit des objets originaux de Cro-Magnon. Enfin, il y a bien sûr les dons, et c'est ce qui va constituer la plus grande partie des collections préhistoriques arrivées anciennement. Les principaux donateurs, on y reviendra, sont Boucher de Perthes et Lartet et Christie, mais il est fait mention sur 2 années seulement après l'inauguration du musée de 85 autres donateurs, parmi lesquels, je ne vais évidemment pas égrener toute la liste des noms, mais parmi lesquels on reconnaît des préhistoriens que l'on connaît bien, Pécado de Lille, le marquis de Vibray, Lalande, Masséna, Longuemare, Bourgeois, Bayot, Arcelin, qui a fouillé à Solutré, etc. Alors d'autres donateurs, ce sont aussi les conservateurs eux-mêmes qui donnent les collections issues de leurs propres fouilles. Les premiers conservateurs, on dirait aujourd'hui directeurs, du Musée des Antiquités nationales ne sont pas des préhistoriens, Claude Rossignol et Alexandre Bertrand. Le premier attaché de conservation, on dirait aujourd'hui conservateur, Philippe Berbone, n'était pas préhistorien non plus. C'est lui, cependant, qui a réceptionné, inventorié et organisé la présentation des collections de Boucher de Perthes. C'est en fait le deuxième attaché de conservation qui va succéder à Philippe Berbone, Gabriel de Mortillet, qui va être donc le premier préhistorien au Man de 1868 à 1885 et qui va, parallèlement à l'organisation des collections lors des expositions universelles de 67, de 78, qui va organiser aussi l'acquisition, la présentation des collections préhistoriques au Man. Alors, il joue donc de ce point de vue-là un rôle très important. Il va donner lui-même donc des collections, les séries en fait qu'il aura mises au jour sur sa fouille de Solutré. Il y a aussi des collections qui ont été achetées, mais très peu, c'est assez symptomatique. Très peu de collections acquises à titre onéreux sur le budget des musées impériaux. Et là encore, Gabriel de Mortillet va jouer un rôle important puisqu'il effectue des voyages de prospection auprès des exploitants et même des ouvriers des carrières pour acquérir des collections de bifaces, hein, surtout, en tout cas de paléolithique ancien, dans les carrières de la Somme, mais aussi de la Seine. Alors, je parle de la Seine au sens du département de l'époque, Paris et région parisienne. Et puis, il prospecte aussi des brocanteurs et des antiquaires. Les deux principales collections qui sont entrées à ce moment-là, ce sont bien sûr la collection Boucher de Perthes et la collection Lartet et Christie. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire de ces préhistoriens pionniers dont on a déjà beaucoup parlé. Si ce n'est pour dire que même si cette entrée paraît aller de soi aujourd'hui, ça n'a pas du tout été le cas. Boucher de Perthes a eu d'énormes difficultés à faire entrer ses collections dans les musées nationaux. Il les a proposées dès les années 1840-1850, avant et pendant sa publication des Antiquités celtiques et antédiluviennes.
Et il s'est heurté à de nombreux refus. Le musée de Cluny a refusé, le musée du Louvre a refusé. En des termes peu amènes d'ailleurs, on lui a souvent dit que ces collections, qui ne présentaient que peu d'intérêt au regard de l'art, si elles étaient acquises, ne seraient pas exposées et seraient directement remisées dans les réserves. C'est à l'initiative d'Édouard Lartet que finalement une partie des collections Boucher de Perthes est acceptée en 1860 au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et toujours à l'initiative d'Édouard Lartet, Boucher de Perthes est finalement contacté par l'empereur lui-même pour ses collections par rapport au musée de Saint-Germain. Napoléon III propose à Boucher de Perthes d'acquérir ses collections pour le futur musée. Il lui propose aussi d'y créer une salle à son nom, ce qui d'ailleurs ne sera pas fait. Et il l'invite à participer à la commission d'organisation du musée. Toutes ces propositions sont bien sûr reçues par Boucher de Perthes comme des marques de reconnaissance officielle, d'autant plus qu'il avait dû persévérer pendant une vingtaine d'années. Boucher de Perthes accepte bien sûr avec beaucoup d'enthousiasme, mais il dit très vite qu'il faudra faire œuvre de pédagogie pour présenter la discipline toute nouvelle de la préhistoire, qu'il n'appelle évidemment pas ainsi à ce moment-là, à un public qui la découvre. Philibert Beaune, le premier attaché de conservation, s'inquiète du très grand âge de Boucher de Perthes et presse l'administration de faire l'acquisition de ses collections, en expliquant qu'il faudrait recueillir de Boucher de Perthes lui-même des renseignements précieux. Et c'est très intéressant du point de vue de la méthodologie parce que cela signifie que les termes employés pour désigner les gisements, les artefacts et les périodes sont les termes des découvreurs eux-mêmes, ce qui explique sans doute leur multiplicité et leur variabilité au sein du musée. Les collections Boucher de Perthes arrivent en 1865, mais ne sont inscrites à l'inventaire qu'en 1867. Et le premier objet inscrit est un objet qui avait déjà été montré en 1840, mais qui n'avait à l'époque pas été accepté donc, pour cette fameuse entrée dans les musées nationaux. La collection Lartet et Christie, elle, va entrer aussi à peu près à ce moment-là. Donc des objets, notamment des objets d'art issus des sites du Périgord, mais pas seulement. Il y a aussi bien sûr les sites pyrénéens de Massat et d'Aurignac. Et ces collections vont être en fait, j'allais dire dispersées, c'est un peu le sentiment qu'on a maintenant, mais disons partagées entre différents musées, le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, le Muséum national d'histoire naturelle à Paris, le musée de Saint-Germain, bien sûr, et le British Museum à Londres. Ces collections vont entrer de manière très échelonnée en 1865 d'abord, donc avant l'ouverture du musée, mais aussi pendant et après, en 1867, 68, 69, 70, et ensuite par le biais du fils d'Édouard Lartet. On ne parle pas encore de préhistoire à ce moment-là, mais les collections préhistoriques sont entrées. L'inauguration du musée est intéressante parce que bien que la préhistoire ne soit pas ni la première ni la principale motivation de la naissance du musée, c'est elle qui va marquer les esprits et qui va notamment marquer les journalistes et les illustrateurs. Et cela explique que dans les journaux illustrés, l'on voit, en même temps que l'on évoque toujours le musée gallo-romain, ce qui est assez surprenant, l'on voit essentiellement des gravures montrant la salle de préhistoire avec le fameux mégacéros. Napoléon III, lorsqu'il inaugure le musée, l'inaugure, on pourrait dire, en courant. Il arrive à 15 h, il repart à 16h45, il félicite de manière assez courtoise les conservateurs, mais il se peut qu'il n'ait pas été finalement très heureux de ce musée, qui n'était plus un musée gallo-romain, mais qui était un musée peut-être davantage de préhistoire que d'autre chose, et qui n'était plus un musée de propagande politique, mais qui était devenu un musée d'instruction publique.
Philibert Beaune, le premier attaché de conservation, dans un petit guide de 7 pages, un petit fascicule qu'il publie très rapidement pour l'inauguration, parle, lui, du musée en des termes très différents donc, de celui voulu par Napoléon III. Il dit qu'il n'a pas fallu seulement rassembler une collection, mais qu'il a fallu créer une science. C'est vrai pour l'archéologie et c'est d'autant plus vrai pour l'archéologie préhistorique. Le premier guide, après le premier guide du musée de Saint-Germain, le premier ouvrage un peu conséquent sera celui de Gabriel de Mortillet, publié en 1869, sous le titre « Promenade au musée de Saint-Germain ». Et ce premier guide officiel va décrire la première salle de préhistoire, divisée en 2 moitiés, avec d'un côté les collections Boucher de Perthes, et de l'autre, les collections Lartet et Christie. Il n'est toujours pas fait mention du terme de préhistoire à ce moment-là, terme que Gabriel de Mortillet va pourtant utiliser dans des publications, disons plutôt de vulgarisation scientifique, notamment donc en 1881, le musée préhistorique, et en 1883, le préhistorique Antiquité de l'homme. C'est son successeur, Salomon Reynac, qui, bien plus tard, en 1887, dans un catalogue sommaire, va utiliser le terme de préhistorique, mais de manière extrêmement ponctuelle. C'est dans le guide illustré de 1889, 2 ans plus tard, qu'il va enfin donner une définition du préhistorique, des origines jusque vers l'an 500 avant Jésus-Christ, histoire de la Gaule antérieure à l'histoire écrite. Il dit que quand l'archéologie s'applique spécialement aux époques pour lesquelles il n'existe pas de monuments écrits, on peut parler donc de préhistorique. Il parle même du préhistorique ou de la préhistoire pour signifier l'archéologie préhistorique. Le terme préhistorique n'est plus en usage aujourd'hui, on ne dit plus le préhistorique, on parle de la préhistoire ou de l'archéologie préhistorique, mais les définitions de Reynac sont curieusement, 120 ans plus tard, toujours d'actualité, et c'est peut-être effectivement la raison pour laquelle il faut les faire évoluer aujourd'hui. En conclusion, je dirais que ces premières collections préhistoriques ont dû faire un long chemin pour arriver dans les musées, en tout cas au musée de Saint-Germain, et que les termes de préhistoire et de préhistorique ont fait un plus long chemin encore, puisqu'il a fallu encore une vingtaine d'années avant que ces termes n'apparaissent dans les guides et dans les catalogues. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine, de cette présentation particulièrement détaillée, précise et animée, qui nous ont rappelé des grandes figures tutélaires de la naissance de la préhistoire à l'occasion du développement des collections archéologiques du Man. Je vais maintenant, on reportera des discussions à la fin et après les interventions. Je rappelle que pour le public, les interventions de cette session ne sont que de 10 minutes. Au départ, nous souhaitions faire une interaction et là, j'espère qu'on pourra quand même développer quelques interactions à l'intérieur, entre le groupe des différents intervenants. Je vais passer la parole à Michel Menu, qui est chef du département recherche du Centre de recherche et de restauration des musées de France, depuis 2001. Il est spécialiste de l'étude de la couleur des œuvres d'art. Au-delà de la caractérisation chimique, il pense et va développer le fait que l'étude des propriétés physico-mécaniques apporte des informations cruciales pour la compréhension des œuvres en ce qui concerne et son élaboration et l'intention des artistes de la préhistoire à aujourd'hui. Michel a un parcours où il a étudié un grand nombre d'œuvres d'art
de sites d'art pariétal et aussi de peinture d'époque beaucoup plus récente, historique. Son regard sur la discipline préhistoire sera donc aussi celui d'un physicien de la matière. Michel, tu as la parole. Merci. Merci à toi, Jean-Michel. Je suis ravi d'intervenir, bien que de cette manière. Donc, j'avais appelé ma courte intervention « Décrire les traces de l'art paléolithique ». Et pour commencer, de façon paradoxale, j'allais rebondir sur ta remarque, Jean-Michel, du préfixe paradoxal de la préhistoire. Et citer Heidegger de l'origine de l'art, dans sa conférence de l'origine de l'art, où il assure que là où il y a préhistoire, il n'y a point d'art, mais un pré-art. Donc, il transforme, ou du moins transporte ce préfixe de l'histoire à l'art. Et il dit aussi que l'œuvre d'art, quelle qu'elle soit, ouvre un monde de vérité. Donc je vais plutôt traiter des œuvres d'art, qu'elles soient pariétales ou mobilières. Et donc, pour moi, la question principale qui est liée à ça est la question de la trace, sur laquelle on a beaucoup déjà parlé. Et donc, c'est très lié avec la communication d'Éric Boïda, et qui explique réfléchir à de quoi l'histoire d'une trace sans mémoire est-elle la trace. J'ai beaucoup aimé cette remarque qu'il a faite. Et donc, il nous faut, je crois, expliciter et comprendre ce que l'on entend par trace. Avant tout, ce qui est intéressant, c'est que dans mon parcours au C2RMF, au laboratoire, donc j'ai étudié des œuvres d'art, qu'elles soient préhistoriques ou contemporaines, et donc j'ai essayé de retrouver des analogies dans l'approche qu'on pouvait avoir de ces œuvres d'art. Alors, donc, c'est pour ça que je vais commencer par un court passage de David Rozan, qui est un historien d'art américain qui avait écrit un essai sur Léonard de Vinci, où il écrit que le créateur de l'image, lui, n'est plus là. Il est parti en laissant sa trace. L'émotion ressentie devant la trace nous met face à l'artiste. En regardant une ligne tracée, nous observons le parcours décrit par le mouvement et notre regard fait intervenir à plusieurs niveaux une trajectoire de la vision, les déplacements de l'œil. Mais nous réagissons aussi, voire surtout, aux particularités de la ligne, à la façon dont elle est tracée, à la nature de la marque laissée, à son matériau, à la pression et à la vélocité de la main qui l'a faite, à sa physionomie et à sa résonance affective plus générale. Donc là, c'est sur Léonard de Vinci, mais ça va aussi bien sur les gravures de la Marche que sur les bisons ou les chevaux de Rouffignac ou d'autres œuvres dont je vais parler tout de suite. Donc, je vais passer sur le fait que, d'un point de vue épistémologique, pour moi, la trace, on serait dans l'indice, qui est un signe arraché à la chose réellement affectée par elle, hein, comme le définit Peirce. C'est cette question et disons, qui fait une sorte de balance entre une image qui serait une icône ou un spectre qui serait un symbole et la trace qui serait l'indice qu'on retrouve dans une œuvre d'art. Donc, pour moi, les œuvres d'art transcendent ces trois niveaux du signe, hein, donc l'icône, le symbole et l'indice. Et donc, c'est pour cela que j'ai, disons, de façon un peu paradoxale voulu faire un mariage de raison entre Aby Warburg, le père de l'iconologie, je vais très vite,
et André Leroy-Gourhan, que tout archéologue connaît bien. Donc, au début des années 90, avec Jean Clotte et Philippe Walter, nous avions publié dans le bulletin de la Société préhistorique française un article intitulé « La préparation des peintures magdaléniennes ariégeoises », où nous avions montré par une analyse physico-chimique des matériaux constitutifs des peintures, des grottes, mais aussi des objets d'art mobilier, beaucoup pris chez vous, Catherine, dans les collections du MAN. On avait montré que les artistes avaient mis au point des recettes de fabrication d'une vraie peinture, un mélange élaboré de pigments, de charges et vraisemblablement de liant. C'est là où on touche du doigt de cette question de la trace, parce que je pense qu'il y a la trace également perd au cours du temps une partie de son information, et donc je pense que la peinture, et c'est une question qui nous convient là encore de vérifier, hein, cette question du liant des peintures. Il y a des traces ténues, hein, qui montrent que le liant devait exister. Et ces recettes, les artistes les suivaient scrupuleusement, qui nous permet aujourd'hui de distinguer des ateliers, de comprendre la réalisation de sanctuaires sur une durée plus longue qu'on ne croyait jusqu'alors. Hein, on a montré à Nio qu'on a pu distinguer deux ensembles, hein, d'une part des œuvres d'art isolées, hein, où des irrégularités de la roche mises en valeur par l'éclairage spécifique des Magdaléniens, les incitaient à réaliser de chic, hein, avec une même recette, hein, des visons, disons, de façon très très rapide. Et par contre, en opposition, disons, cette partie-là, on l'avait attribuée aux Magdaléniens moyens, je pourrais l'expliciter pour un certain nombre de comparaisons, notamment avec des objets d'art mobilier trouvés en fouille. Et puis, avec une autre recette, l'ensemble du Salon Noir de Nio avait été conçu, pensé dans son ensemble, a priori, au départ, on avait mis en évidence un dessin au charbon de bois que les artistes avaient recouvert de peinture, d'une vraie peinture, comme le fait Léonard de Vinci sur un autre support, bien sûr. Donc, de la même manière, avec Jean-Michel, on avait l'analyse de la peinture nous avait permis de retrouver les différentes étapes de réalisation de la scène du Puy à Lascaux, où le rhinocéros se distingue des autres figures de par la nature du pigment, mais aussi par la technique d'application. De la même manière, chacun des blasons de Lascaux avait son pot de peinture particulier. Donc, et là, on rejoint, hein, tout ce qu'a présenté Ina Reich tout à l'heure. Une observation des peintures in situ au microscope, des macrophotographies qu'on avait effectuées sur les peintures pariétales, nous ont permis aussi de retrouver les différentes façons de peindre, de retrouver les outils pour déposer la peinture sur le support, hein, le pinceau, le couteau, donc l'os façonné, au doigt, au tampon, soufflé par la bouche, soufflé à l'aide d'une sarbacane avec des os creux, ou un os creux, voire plusieurs. L'étude d'œuvres d'art modernes opérées par les laboratoires comme ceux du C2RMF, la compréhension des différentes étapes de réalisation des œuvres d'art, la description précise par les archéologues des outils retrouvés en fouille, fournit des moyens conjugués pour analyser les œuvres du Paléolithique. Et les œuvres sont, dans ce cas-là, ce qu'on appelle un objet frontière,
Donc c'est ce concept ou cette notion plutôt qui a été rendue célèbre par l'article de 1989 de Starr et de Grishammer, qui fondait la notion d'objet frontière à partir d'une étude ethnographique des mécanismes de coordination du travail scientifique avec différents acteurs. C'est-à-dire que chaque acteur venant d'une discipline différente, avec un vocabulaire différent, employant peut-être les mêmes mots, mais avec des sens différents, étaient amenés à mettre ensemble leurs efforts pour coopérer sur une longue période. Et là, dans le cas particulier de Starr et Grishammer, la réalisation d'un musée zoologique à San Francisco. Dans L'origine et l'oubli, Giorgio Agamben définit la trace comme ce qui évoque une origine dans l'instant même où est témoignée sa disparition. Et je trouve ça tout à fait intéressant, et en particulier, je pense là, je revois subliminalement des images du Salon Noir de Nyon. Et donc, Giorgio Agamben dit « Je règne par l'étonnant pouvoir de l'absence. Mes 260 palais s'emplissent seulement de mes traces alternées. » Dans le court texte de L'origine et l'oubli, Agamben étudie l'apport d'Abby Warburg, qui a créé une discipline qui dit une discipline sans nom, et donc qui repose essentiellement sur l'étude des croyances scientifiques, parascientifiques et religieuses envisagées sous l'angle de la tradition de leur expression symbolique et artistique. Et donc, en fait, c'est mélanger la survivance de Warburg, étudiée par Georges Didier Huberman, avec la chaîne opératoire de Leroi-Gourhan, bien sûr. Et donc, c'est cette... et je voudrais conclure pour laisser le plus de temps possible aux discussions. C'est cet apport de la recherche de l'analyse physico-chimique, l'observation par des outils de plus avancés de la science physico-chimique, de la science des matériaux. Donc c'est cet apport de la recherche qui a été montré par Ina, aussi par Nicolas. L'apport de cela en préhistoire, l'absence de texte nous oblige de nous pencher sur ces traces et d'essayer de les faire parler dans un temps arrêté, comme Jean-Michel Genest et Boris Valentin s'accordaient à le dire dans leur livre qui a inspiré cette journée, et je les remercie. Et on a passé des moments merveilleux à préparer cette réunion, où donc ils s'accordent à dire qu'à Chauvet, le temps s'est arrêté. Et cette approche est très riche parce qu'elle dépasse bien au-delà le champ de l'art paléolithique comme tel, et on pénètre des mondes invisibles où les êtres vivants s'accordent avec le milieu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait discuter aussi. C'est important aussi pour l'art moderne, bien sûr, pour comprendre Léonard de Vinci et les autres, jusqu'à aujourd'hui les artistes contemporains. Donc, il faut convoquer la survivance, le Narleben de Warburg, la chaîne opératoire de Leroi-Gourhan. Et pour cela, pour moi, il n'y a pas d'art préhistorique, parce qu'il n'y a pas de pré-art. Et après, il y aurait aussi tout un aspect que je ne travaillerai pas, mais ici maintenant, et c'est une autre idée, ce serait l'apport des artistes contemporains, qui est aussi tout à fait intéressante pour l'observation de l'art du passé. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Michel, de cette intervention. Je
Je ne commente absolument pas. Tes derniers mots sont de belles conclusions par rapport à l'illustration que tu viens de nous faire de la factualité des œuvres d'art préhistoriques. Je vais passer la parole immédiatement à Jean-Loïc Lequellec, qui est un chercheur émérite du CNRS. Il nous est apparu dans la préparation de cette réunion de recueillir ici le point de vue d'un chercheur de terrain, mais aussi un auteur de référence sur l'art pariétal et pas que sur l'art pariétal paléolithique, puisqu'il a développé sa recherche et ses publications sur l'art rupestre, d'abord entre archéologie, ethnologie et histoire, mais surtout dans le domaine africaniste. Son témoignage représente donc une référence puisque sur le continent africain, le concept de préhistoire, au sens européen du terme, est largement mis à mal puisqu'il est confronté à l'histoire de sociétés sans écriture qui relèvent de temporalités absolument diverses. Jean-Louis, je te laisse la parole. Merci pour la présentation, merci pour l'invitation, bien sûr aussi. Alors effectivement, moi je m'intéresse aux images rupestres, en Afrique, ailleurs aussi, hein, mais particulièrement en Afrique et particulièrement au Sahara. Je m'intéresse aussi à la mythologie et je m'intéresse au rapport entre les images et les paroles et à la possibilité de reconstruire quand ça appartient à un très loin passé. Et quand on est dans cette perspective, ben la coupure préhistoire-histoire fait très vite difficulté. Alors pour vous revenir rapidement un peu sur des choses qui ont été abordées, on se souvient que c'est en 1851 que l'apparition de l'écriture a été proposée comme critère de démarcation entre les temps historiques et les temps préhistoriques par Daniel Wilson, qu'on appelait à ce moment-là un antiquaire, hein, dans une synthèse sur l'archéologie de l'Écosse. Et le terme a été repris ensuite une vingtaine d'années plus tard en France par Sigismond Zaborowski-Moindron, qui a utilisé la même pierre de touche, le même critère pour distinguer histoire et préhistoire, en s'appuyant, dit-il, sur Littré. Et Littré, dans son dictionnaire, définit le terme préhistoire en disant préhistoire, histoire de l'homme, avant les temps où l'on a des documents ou traditionnels ou écrits. Ce que je retiens, c'est que c'est un mot donc, qui est créé en plein milieu du 19e siècle, et un 19e siècle qui est caractérisé par le développement d'une pensée évolutionniste, linéaire, eurocentrique, et qui a construit toute une série de fausses dichotomies, les sociétés modernes contre les sociétés traditionnelles, les sociétés dynamiques contre les sociétés statiques, l'oralité contre l'écriture, l'histoire contre le mythe ou l'histoire contre la mémoire, et l'histoire contre la préhistoire. Alors avec ce critère de l'écriture, cette coupure entre histoire et préhistoire revient à définir certaines sociétés de façon négative, en les caractérisant par un manque, par l'absence d'écriture, et par conséquent, on les dévalorise. C'est ainsi que la majorité des peuples du monde, alors particulièrement en Amérique, en Afrique, en Océanie, seraient donc restés en dehors de l'histoire, en attendant d'être découverts par les Occidentaux. C'est donc également ainsi que dans sa première leçon d'anthropologie au Muséum à Paris, donnée en 1884, Ernest Ami opposait, je cite, « les peuples sans histoire, nègres et négroïdes », fin de citation, aux, citation, « peuples de l'Europe qui ont, tout au contraire, un long passé derrière eux ». Et c'est encore ainsi qu'il n'y a pas si longtemps, un président français déclarait que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Si on adopte cette démarcation par l'écriture alors en Afrique, l'histoire débute au 4e millénaire avant l'ère commune, avant Jésus-Christ, il y en a qui préfèrent, en Égypte, ou au 1er millénaire avant notre ère pour le Maghreb, avec l'écriture libico-berbère, et plus largement avec l'introduction de l'écriture arabe à partir du 7e siècle après. Ou bien en 1800, au Libéria, avec l'invention de l'alphabet Bassa. À moins que ce soit au Libéria aussi, dans les années 1930, avec celle des syllabaires Kpélé et Loma. Ou encore en 1903 au Cameroun, avec le syllabaire Bamoum.
Ou bien c'est peut-être en 1921 dans la Sierra Leone avec le syllabaire Mende. Ou en 1948 avec l'écriture Nico, inventée à ce moment-là pour noter les langues mandingues. Ou bien en 1978 au Congo avec l'écriture Mandombe. Ou bien plus tard et dans un futur plus ou moins proche pour d'autres régions. Il est alors permis de s'interroger sur la validité universelle d'un tel critère comme point de basculement. Pour revenir sur mon terrain, au Sahara, on voit se multiplier des brèves inscriptions en caractère tifinagh, encore actuellement utilisées par les Touaregs, qui apparaissent parmi des images rupestres dans la seconde moitié du premier millénaire avant notre ère. Elles apparaissent dans des ensembles d'images qui ne témoignent d'aucun autre changement visible. Mais leur examen a suscité des débats, disons, vifs entre archéologues et linguistes pour savoir si ces textes étaient ou non associés aux images, comme si la présence de l'écriture impliquait forcément de passer dans un monde différent. D'autres ont cherché en vain à expliquer l'origine de ces caractères en reconstituant des étapes évolutives supposées conduire des figures dites naturalistes jusqu'à l'écriture, en passant par une schématisation progressive des premières, alors qu'il a été démontré que l'alphabet libyco-berbère fut en réalité construit et développé à partir d'emprunts phéniciens et puniques. De même, bien des spécialistes ont voulu voir une proto-écriture dans les images ou les signes paléolithiques, comme pour les réintégrer dans l'univers prestigieux de la même manière, dans un univers prestigieux, celui de l'écriture, de la même manière qu'un Breuil, par ses relevés sélectifs et idéalisés des peintures, on a en tête celle d'Altamira, cherchait à les revaloriser en les rapprochant des chefs-d'œuvre égyptiens et grecs. Pourtant, d'un point de vue linguistique, la notion même de proto-écriture est dénuée de sens, puisqu'en ce domaine, l'invention et la première attestation ne peuvent être que simultanées, comme nous le rappelle Jean-Jacques Glasner, spécialiste de l'écriture cunéiforme, qui dit que la seconde, la mise en acte, n'est que l'écriture elle-même n'est que la mise en acte de l'invention. C'est forcément simultané. Il serait donc, je pense, plus judicieux de considérer les images rupestres de la même façon que toutes les autres données archivistiques, c'est-à-dire comme des documents que l'historien se doit d'établir, comme il le fait avec les textes, mais par d'autres méthodes. C'est même notre fascination pour les débuts, pour les découvertes fondatrices, pour les inventions géniales, pour les ruptures et autres révolutions qu'il conviendrait d'interroger. Car cette fascination-là conduit à favoriser le moment du début plutôt que le processus qui le précède et qui se déploie en son sein. En témoignent notamment nombre de tableaux chronologiques, encore, où chaque culture s'efface subitement pour fort aimablement céder la place à la suivante, où chaque moment important, dont l'apparition de l'écriture, est marqué par un changement de couleur abrupt, sans estompe, sans fondu enchaîné entre les cases. Par ailleurs, du côté mythologique, Georges Dumézil a expliqué qu'il cherchait à élucider la période où mythe et histoire tendent à se confondre, et il l'a appelée ultra-histoire. Des récents développements en mythologie comparée ont confirmé qu'un certain nombre de récits transmis oralement ou enregistrés avec des techniques modernes ou notés par écrit remontent probablement au néolithique et que leur étude permet de contribuer à l'histoire du peuplement du globe. De ce point de vue, que ces mythes soient écrits ou non n'a pas la moindre importance. Pour dénommer ce type de reconstruction réalisée à l'aide d'autres moyens que l'archéologie, le caucasologue Georges Charachidze utilisait quant à lui le terme d'antéhistoire. Mais il s'agit toujours d'histoire, quitte à parler, comme le propose Clive Gamble, d'une histoire profonde ou d'une hyperhistoire, comme le propose Boris, étudiée avec différents outils et à différentes échelles de résolution. Car l'histoire ne peut se faire qu'avec les documents dont on dispose, qu'il s'agisse d'artefacts, de mythes, de langues, de gènes ou bien sûr de textes écrits. Pourquoi ne parler d'histoire que lorsque seuls ces derniers sont mobilisés? Ou de préhistoire quand ce sont les premiers, les artefacts, qui le sont? L'archéologie est un outil analytique appliqué aux artefacts
tout comme la paléographie l'est aux manuscrits anciens. En résumé, il me semble que la coupure entre histoire et préhistoire, surtout basée sur ce critère de l'écriture, se produit à des dates variables, voire indéterminées, et que dans nombre de cas, elle ne s'est pas encore produite, que sa valeur explicative reste très élusive. Dès lors, pourquoi maintenir son usage? Un livre que vous connaissez tous, publié en 1957 et sans cesse réédité jusqu'à nos jours, qui a toujours un énorme succès, affirme dès son titre que l'histoire commence à Sumer. Ben non, l'histoire ne commence pas à Sumer. À Sumer, l'histoire continue. L'histoire continue à Sumer comme partout ailleurs dans le monde, et depuis que des humains ont entrepris d'arpenter le globe, l'histoire ne fait que continuer. Merci. Merci bien Jean-Loïc pour ces paroles. Avant d'enchaîner et de passer la parole aux deux derniers intervenants, je souhaite rappeler que Boris Valentin est déjà intervenu ce matin alors qu'il devait participer initialement à la table ronde quand elle était de vive voix. Et je souhaiterais que Boris, ainsi qu'aussi Nicolas Mellard, qui a été un des co-organisateurs de cette réunion, nous rejoignent pour participer à une discussion entre nous, entre les orateurs, à tout à l'heure. Je vais passer la parole maintenant à Rémi Labrusse, qui enseigne l'histoire de l'art à l'université Paris-Nanterre et qui, pour nous, dans nos mémoires, a été un des commissaires de l'exposition Préhistoire, une énigme moderne au Centre Pompidou. Rémi Labrusse consacre ses recherches aux sources imaginaires de la modernité en Europe depuis le XIXe siècle, à travers notamment la notion de préhistoire. Il propose d'exposer deux raisons pour lesquelles l'idée de préhistoire a constitué un puissant levier de renversement à l'égard du prisme historiciste qui s'est imposé aux sciences humaines depuis le XIXe siècle. Rémi est aussi l'auteur d'un ouvrage qui accompagnait l'exposition et qui est Préhistoire, l'envers du temps. Boris a déjà évoqué à quel point cet ouvrage était stimulant pour nous autres archéologues. Rémi Labrusse, tu as la parole. Eh ben, merci Jean-Michel. C'est bon, vous m'entendez là correctement? Oui. Le micro est correct? Ok. Oui. Ben merci beaucoup. Merci de dire que le livre était stimulant. Moi, c'est surtout cette journée que je trouve vraiment. Enfin, j'adore, quoi. Je trouve ça très, très bien en regardant ça de l'extérieur. C'est pas une histoire de compliment, c'est un peu d'excitation. Et je pense que même s'il est un peu tard maintenant, tout le monde ressent cette excitation de voir émerger finalement des problématiques épistémologiques fondamentales à partir de données de terrain, à partir d'un travail dans la matière, qui est totalement incarné, quoi, finalement. Et là, je pense que la préhistoire est vraiment dans la position, parmi toutes les autres sciences humaines, dans une position en tout cas très, très exceptionnelle, très particulière, qui lui permet de donner sa fécondité maximale à ce qu'on peut appeler la crise des sciences européennes. Alors, crise, ça ne veut pas dire catastrophe, ça veut dire question, ça veut dire introspection. Et j'ai l'impression que vous, je dis vous parce que j'en suis pas, évidemment, je le regrette d'ailleurs, finalement, ça me donnerait envie de faire tout le travail que vous avez fait pour rentrer, plonger dans cette sorte d'abîme, effectivement, qui est celui de la question sur la position du savoir moderne, et qui, chez vous, alors c'est pour ça que bon, je passe un peu de pommade là, forcément, mais c'est pas que de la pommade, parce que en fait, d'où ça vient cette sorte de puissance de questionnement? Ça vient d'une pratique de l'échec. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression en même temps que vous n'arrêtez pas de rater finalement, qu'il y a une espèce de puissance heuristique de l'échec, du manque en tout cas, qui démarre à partir donc de ce manque et qui produit des choses qui ne se produisent dans aucune autre science humaine aujourd'hui, en tout cas, il me semble.
Voilà, alors j'ai l'impression que tout le débat finalement aujourd'hui, il a tourné autour du rapport entre préhistoire et critique de l'histoire. Jean-Loïc Lequelec vient de le dire à nouveau, beaucoup d'entre vous l'ont répété. Je voudrais pour commencer simplement essayer enfin bon, avec mes mots à moi, en fait je vais répéter ce qui a été dit forcément hein, à la fin de la journée. Rappeler, enfin disons, me demander qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on désigne quand on parle d'histoire. Alors, c'est tout bête, hein, on désigne deux choses. D'abord, on désigne une forme de récit, n'importe quelle forme de récit. Je vais vous raconter une histoire, et puis voilà. Et puis, deuxièmement, on désigne un certain type de savoir scientifique sur le passé qui s'est incarné dans un dispositif. Dispositif, ça veut dire un discours, des institutions, des croyances aussi, des sortes de mythes. Dispositif qui est très contingent, hein, qui est un phénomène contingent, qui s'est développé en Europe à partir du XVIe siècle et qui a atteint son apogée au XIXe siècle, ce fameux siècle de l'histoire, comme on dit. C'est ce qu'on peut appeler le prisme historiciste donc, de la modernité. Alors, ce qui m'intéresse dans cette deuxième acception, donc ce savoir scientifique sur le passé, c'est qu'elle ne se détache pas complètement de la première, et même elle ne s'en détache pas du tout. Elle prétend au contraire plutôt l'accomplir, la parfaire. En fait, le présupposé implicite de l'histoire en tant que dispositif, c'est que toute chose est susceptible d'une traduction discursive, elle peut devenir un discours, et que ce discours est identiquement rationnel et narratif. Que narration ou succession veut dire également démonstration ou consécution, disons, hein, rapport de cause à effet. Et justement, et j'anticipe un peu sur ce que je vais dire en conclusion dans 5 minutes, c'est précisément cette relation, cette identité que la pensée de la préhistoire met à distance critique. Alors à partir de là, donc une première idée toute simple que je viens d'énoncer d'ailleurs, c'est que la notion de préhistoire appartient pleinement à l'accomplissement de ce dispositif général donc, de la science historique. Bon, c'est une évidence, je voudrais simplement répéter le fait ou insister sur le fait plutôt qu'elle n'apparaît pas simplement comme un élément de la domestication du temps, j'emprunte cette expression à Claude Blanquart, un élément de cette domestication du temps, mais vraiment comme un rêve de totalisation, d'accomplissement de cette sorte de domestication du temps. Il y a une sorte d'hybris historiciste qui se manifeste donc en particulier au XIXe siècle, qui invite à reculer l'horizon, comme on l'a dit ce matin, et qui donc trouve dans l'idée de préhistoire son terrain d'expression le plus idéal, quoi. Deuxième idée à partir de là, cette préhistoire qui est donc la pierre angulaire, ou plutôt la clé de voûte du dispositif de la science historique, encore une fois, elle en est en même temps la pierre d'achoppement, où j'ai dit dans le résumé, donc le levier de renversement. Elle résiste au fond puissamment à sa constitution en tant que récit scientifiquement légitime, donc à la fois récit et démonstration. Alors, je donnais l'hypothèse que cette résistance, elle était. Alors, je reviens finalement sur le couple inconnu-inconnaissable qui est arrivé souvent dans la discussion. La résistance est d'abord sémantique, donc du point de vue du contenu, c'est-à-dire qu'on est dans un domaine où l'inconnu a une part gigantesque, disons, par rapport à ce qu'il a dans les autres sciences humaines, ou en tout cas où cette part est perçue comme gigantesque. Je ne sais pas si elle n'est pas tout aussi gigantesque dans les autres sciences. Je faisais souvent la comparaison avec un film. Si la préhistoire était un film, ça serait un film dont il ne resterait que quelques scènes, celles des petits nombres de sites que l'on connaît. Le film aurait évidemment perdu sa bande-son, alors que c'était un film parlant. Et enfin, les images elles-mêmes seraient mutilées d'un certain nombre de leurs éléments constitutifs. Et c'est le problème de la conservation différentielle qui fait que certains matériaux sont périssables et qu'il n'en reste rien. Mais au-delà de cette part gigantesque de l'inconnu, il y a aussi, il me semble, une résistance qui n'est pas sémantique, donc qui n'est pas du contenu, mais qui est plutôt syntaxique et qui fait, comme je le disais dans la discussion, que la préhistoire résiste à son intégration aux conditions d'énonciation du discours historien. Et je précise un peu pour ne pas dire que c'est un non-savoir du tout, ce n'est pas de l'inconnaissable mystique, c'est simplement que ça n'est pas réductible au discours historien. Et pourquoi ? Alors pourquoi ? Il me semble que le problème principal de ce point de vue, un problème qui, à vrai dire, n'a pas tellement été élaboré dans cette journée, c'est le problème de la longue durée
en tant que tel. Il me semble, quand je vous écoute et quand je vous lis, évidemment tous en tant que préhistoriens, que l'extension des séquences temporelles envisagées échappe fondamentalement aux capacités cognitives, enfin à notre cerveau tout simplement, hein, capacités cognitives de synthèse. Cette synthèse de l'hétérogène qui est le principe même du récit selon Paul Ricoeur. C'est comme si un peu, disons, la quantité du temps avait un effet direct sur la qualité du savoir. On ne peut pas raconter 30 000 ans alors qu'on peut raconter, disons, 2000 ans, pour choisir une séquence au hasard. Hein. Alors, quelle est la conséquence de ça? Ben, la conséquence est une sorte de réduction implicite que nous faisons tous, hein, pas plus les préhistoriens que les autres, réduction implicite des séquences temporelles à quelque chose d'homogène, à un temps homogène, un peu comme si on ne voulait pas se confronter à l'idée d'un autre régime de temporalité. L'abîme du temps ou la nuit du temps ou l'épaisseur du temps, comme le disait Jean-Marc Pétillon, est mentionnée, mais elle est rarement intégrée au principe même, disons, du raisonnement ou de la pratique scientifique qui est la vôtre. Si on prenait une comparaison mathématique, c'est un peu comme si algébriquement on faisait une réduction de fraction, hein, et qu'on disait, disons, un millénaire va valoir un siècle, ou va valoir un jour, ou va valoir une décade, 10 jours, disons, voilà. Et si on le faisait géométriquement, on dirait qu'il y a une homothétie entre les séquences préhistoriques et les séquences historiques. Du coup, la spécificité qualitative de la longue durée disparaît radicalement. Alors à partir de là, je voudrais juste suggérer une troisième idée, c'est que cette résistance à l'historicisation, elle n'est pas subie, ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé dessus par hasard, hein, la préhistoire, elle a été voulue. Hein. Et il me semble que de même qu'elle est pleinement partie intégrante de l'invention de l'histoire, disons, ou en tout cas de l'accomplissement de ce prisme historiciste du XIXe siècle, elle est également pleinement partie prenante, et même elle est peut-être précurseur de ce point de vue-là, d'une profonde critique de l'historicisme qui naît à la fin du XIXe siècle, qui se retrouve dans la philosophie avec des philosophies extraordinairement puissantes. Je pense à Nietzsche, par exemple, je pense à la phénoménologie dans son ensemble, mais surtout à des pensées qui ont eu un impact sur la société extraordinairement développé et puissant lui aussi, qui en font donc de ces pensées des symptômes d'un besoin collectif. Il me semble donc du coup qu'au XXe siècle, on assiste, enfin chez nous aujourd'hui, encore maintenant, à deux tendances totalement opposées. Une tendance au durcissement de l'historicisation, à une sorte de fascination pour l'histoire, sur tous les plans de la réalité, à proportion même de sa remise en cause, elle-même croissante. Et la préhistoire, en tout cas c'est ce que j'ai perçu dans vos différentes interventions, se trouve au point nodal entre ces deux tendances. Elle cherche ce durcissement, à sa manière, en disant oui, nous allons faire de l'histoire, nous faisons de l'histoire depuis les origines jusqu'à maintenant, et elle cherche en même temps la remise en cause de cette historicité de mille manières différentes, par le recours à d'autres disciplines ou par le recours à d'autres formes d'expression. Michel Menu donc évoquait à l'instant donc le recours aux artistes. Certes, c'était un peu le sujet de mon travail ces dernières années, les expressions artistiques et littéraires ont contribué de manière majeure et sur un plan de véridicité et pas simplement d'imaginaire, à mettre en lumière, disons, cette dimension de résistance à l'histoire. Mais je crois que cette résistance, elle a été exprimée par les historiens eux-mêmes. Alors, celui qui l'a manifesté de la manière la plus brillante et la plus courageuse aussi, c'est certainement André Leroi-Gourhan, mais on le retrouve encore chez vous aujourd'hui lorsque Bruno Morel disait tout à l'heure, nous, ce qui compte pour nous, c'est l'incertitude, hein, une sorte de déontologie de l'incertitude, sur laquelle vous semblez vous accorder les uns et les autres. Cela dit, et Catherine Cretin l'avait dit également aussi, ce n'est pas tellement suffisant parce que finalement, c'est quelque chose qui est très enthousiasmant dans le mouvement de pensée, cette sorte d'autocritique ou de déconstruction permanente, mais ça réclame toujours, malgré tout, un pendant positif. Et donc, ma question à partir de ces trois idées, c'est celle-là, c'est quel savoir ou quelle est la position épistémologique donc de la préhistoire, ou plutôt à partir de la préhistoire et sur la préhistoire aujourd'hui. Hein. Quel est le type de savoir qui peut se développer? Il me semble, en vous entendant là encore, qu'il y a deux sortes de savoir. L'un, justement, qui est
à partir de la préhistoire, c'est-à-dire qui prend au sérieux cette énorme zone de silence que j'ai évoquée au départ, et qui, en la prenant au sérieux, prend également au sérieux le fait qu'elle est, la nature a horreur du vide, qu'elle est automatiquement comblée par des représentations du présent. C'est-à-dire que la préhistoire, finalement, construit autant le passé, le peu de passé qu'elle peut rejoindre, qu'elle construit le présent. Alors ça, vous le dites beaucoup sur, nous le disons beaucoup sur les générations qui nous ont précédés, on le dit peu sur nous-mêmes. Et je pense qu'aujourd'hui encore, la préhistoire a beaucoup à nous apprendre, et c'est ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on nous demande encore finalement, a beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes, ici et maintenant, aujourd'hui, dans une démarche finalement d'autocritique de la modernité. Et quant à ce qu'elle peut dire sur le passé lui-même, sur le passé profond, sur l'épaisseur du temps, et pas simplement à partir de lui, j'ai l'impression que vous coordonniez, enfin qu'il y avait une sorte de consensus là aussi pour proposer d'aller au-delà des interprétations globalisantes à partir de mises en récit concrètes, minutieuses, de brèves séquences événementielles, comme les ont à travers l'archéologie expérimentale par exemple, comme les ont montré Diego Garaté ou Nicolas Mellard avec ses 3 petites anecdotes, une manière, ce faisant, je crois vraiment là, d'inventer, alors je crois qu'il faut oublier le terme d'histoire au sens, encore une fois, du dispositif de la science historique, mais d'inventer un savoir nouveau, quoi, un savoir de l'engagement humain dans le réel, un savoir donc de l'action, quoi, tout simplement, qui se dégage précisément de la traditionnelle grille de lecture historiciste. L'approche d'une forme de vécu temporel qui prennent au sérieux l'hypothèse d'un régime de temporalité et pas d'historicité radicalement différent de celui que nous avons assumé et intégré en construisant le dispositif des sciences historiennes. En tout cas, c'est ce que j'ai senti résonner un peu dans un certain nombre de discussions de cet après-midi en particulier. Et voilà, donc c'est à partir de là que je reviens à ce que je disais au début. Je trouve ça très excitant, quoi, très confus au bout du compte, très incertain, mais du coup très excitant parce qu'il se passe quelque chose et qu'on ne sait pas ce que ça va donner demain, quoi, par exemple, entre autres. Voilà, merci Jean-Michel pour m'avoir laissé un tout petit peu plus de temps que je n'aurais dû. Et puis, on continue, quoi. Merci beaucoup, Rémi, pour tout ce que tu viens de dire et qui résonne énormément en nous par rapport aux les derniers éléments que tu dis et par rapport à cet enthousiasme, par rapport à l'ensemble des remarques. Tu as mis vraiment le doigt, et intervenant en position quasi conclusive à la fin de la journée, tu as pris du recul justement pour nous faire ton commentaire qui était particulièrement utile en tant qu'historien sur les démarches de l'archéologie qui avaient été exposées. Je passe maintenant la parole au dernier intervenant de cette séance, qui est Philippe Grosseau. Philippe Grosseau est professeur de philosophie à l'Université de Poitiers. Il s'est penché depuis plusieurs années au fil de 2 ouvrages sur la question de l'art préhistorique. Dans cette session, il va exposer comment le concept de préhistoire est né de la volonté de prendre au sérieux, je le cite, la haute antiquité de l'homme, autant que du désir de reconnaître la profondeur des cultures humaines, pourtant antérieures à l'invention de l'écriture. Ces récents ouvrages, en effet, sur l'art préhistorique, Signe et forme en 2017 et Lucidité de l'art cette année, intéressent tous les archéologues et à propos d'autres lectures des phénomènes qui interviennent autour de l'art préhistorique. Philippe, je t'en prie, la parole est à toi. Merci Jean-Michel. Moi aussi, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, je prendrai effectivement la suite de vos interventions si passionnantes et vous m'excuserez aussi, intervenant en dernier, de dire peut-être des choses que certains d'entre vous ont pu anticiper, évidemment. Alors, je commencerai par rappeler que le concept de préhistoire constitue, à mon sens, un bel exemple de ce que Gaston Bachelard a pu nommer dans un ouvrage paru en 1938, La formation de l'esprit scientifique, un obstacle épistémologique.
Et un obstacle épistémologique est en fait ce qui surgit au sein d'une analyse semblant en constituer un acquis, alors que, paradoxalement, il en bloque le développement, allant jusqu'à rendre impossible la progression du savoir scientifique. Or, tel est le cas, me semble-t-il, du concept de préhistoire, du fait même du paradoxe dont il témoigne. D'une part, lors de son apparition au milieu du XIXe siècle, voire juste auparavant, et ça a été rappelé ce matin, ce concept constitue une fort belle avancée, car il faut effectivement tenir compte de l'état antérieur de la culture scientifique. La reconnaissance qu'il induit de la haute ancienneté de l'homme permet de passer outre une lecture naïvement créationniste, et en même temps, ce concept sort déjà l'histoire humaine d'un naturalisme radical. Car le préfixe du mot préhistoire dit bien que ce dont il s'agit, c'est d'amorcer l'histoire humaine et non de s'y soustraire. La préhistoire n'est pas une antéhistoire, par exemple. Ce n'est ni une naturalisation de la condition humaine, ni une pensée de la pure soustraction anhistorique à l'histoire humaine. En outre, ce même préfixe dit également autre chose d'important. Il dit le fait qu'on ne peut penser le devenir des sociétés humaines d'une même façon selon qu'elles connaissent ou ne connaissent pas l'écriture. Car c'est bien de cela le fond de l'affaire, c'est bien de cela au fond dont il s'agit. Le fait que la distinction entre préhistoire et histoire, et au final leur opposition, se laisse penser à partir de l'invention de l'écriture. Jean-Luc Lequelec l'a rappelé à l'instant. Toutefois, avant de remettre en question cette distinction, il importe, me semble-t-il, de ne pas totalement la mépriser. En effet, il me semble qu'un des problèmes épistémiques auxquels sont confrontées les analyses des préhistoriens depuis le XXe siècle, et plus encore depuis l'apparition peut-être de la sémiologie, c'est précisément la tentation de tout ramener à une affaire de signes. Tel est par exemple ce qui se passe lorsqu'ils interprètent l'art des préhistoriques comme une proto-écriture. Or, cette tendance, il faut bien le reconnaître, est grande depuis l'œuvre d'André Leroi-Gourhan, œuvre certes absolument essentielle, mais peut-être trop peu souvent interrogée de façon critique. Donc le terme de préhistoire, non seulement a une vertu circonstanciée, il faut se rappeler ce qu'il a permis de surmonter, mais en outre, il est toujours porteur d'un rappel, l'obligation de ne pas tout penser en termes d'écriture et donc de proto-écriture. Mais d'autre part, c'est ce même concept de préhistoire qui, pour les mêmes raisons d'ailleurs, bloque la compréhension des enjeux ultimes de cette discipline, peut-être encore ici naïvement nommée finalement. En prenant sa justification d'une opposition entre ce qui se passe avant puis après la naissance de l'écriture, le concept d'histoire a relégué dans un temps homogène et assez vite indistinct tout ce qui relève de la préhistoire. Et de ce fait, outre un très grand nombre de problèmes dont certains ont été abordés dans cette journée, qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce qu'un temps historique, eh bien, il a occulté une distinction essentielle pour le devenir de la condition humaine, distinction qui non seulement se trouve antérieure à l'invention de l'écriture, mais qui, plus encore, est susceptible d'en expliciter la genèse. Cette distinction est celle du paléolithique récent et du néolithique. Mais dès lors, il faut se demander pour qui ce concept de préhistoire occulte une telle distinction. Pour qui ? À vrai dire, il ne me semble pas qu'il l'occulte pour ceux qu'on nomme encore les préhistoriens. L'archéologie préhistorique est née depuis plus d'un siècle et demi, et depuis ce temps, elle a élaboré une épistémologie qui la met à l'écart d'une telle tentation. Il me semble que cette journée l'a de bien des façons montré. Non seulement les préhistoriens que vous êtes, pour bonne part, les préhistoriens connaissent et pensent antérieurement à la naissance de l'écriture le sens de la distinction entre paléolithique et néolithique, mais plus encore, chacun d'entre vous entre très finement dans ces concepts. Aussi, ces préhistoriens que vous êtes ne se contentent-ils pas de parler de paléolithique, même pour dire qu'il est récent. Ils étudient, vous étudiez, les cultures matérielles et symboliques qui constituent cette périodisation. Et pour n'en nommer que quelques-unes,
le gravétien, le solutréen, jusqu'à entrer dans des singularités régionales, le salpêtrien par exemple. Et il en est de même pour ce qui relève de toutes les phases de transition. C'est un point sur lequel, à sa façon, Boris Valentin a insisté quand il a pris la parole. Les préhistoriens ne parlent pas seulement du passage du paléolithique au néolithique, mais ils étudient les diverses cultures épipaléolithiques qui se sont formées ici ou là, à des époques et en des lieux différents. Par exemple, lorsqu'ils parlent de l'Asilien ou du Natoufien. Bref, il me semble que les préhistoriens, que vous autres préhistoriens, dirais-je, vous êtes déjà défaits du préjugé majeur dont est porteur le concept de préhistoire, c'est-à-dire de l'opposition entre le préhistorique et l'historique, telle qu'elle est basée sur la naissance de l'écriture. Mais alors, si ce ne sont pas les préhistoriens qui sont aujourd'hui les principales victimes, dirais-je, de la préhistoire, qui sont-elles, ces victimes? Eh bien, il me semble que ce sont tous ceux qui, n'étant pas préhistoriens, ignorent d'une façon ou d'une autre ce qui se passe avant l'écriture. Et comme il ne s'agit pas, pour me faire comprendre, de dénoncer toutes les autres disciplines qui ne collaborent pas avec l'archéologie préhistorique ou qui ne l'entendent pas d'une façon ou d'une autre, je ne prendrai qu'un seul exemple, celui issu de ma propre discipline, la philosophie. Les philosophes, n'étant pas non plus tout à fait ignorants, du moins je l'espère, ils ne pensent certes pas que le monde est né avec l'Antiquité. Et pourtant, la seule histoire qu'ils considèrent est celle qui est censée débuter avec l'écriture. Que signifierait alors pour eux prendre au sérieux les données de l'archéologie préhistorique et particulièrement la rupture introduite par le processus de néolithisation? Cela signifierait se demander si l'apparition de la philosophie au début de l'Antiquité, c'est-à-dire en fait à l'extrême fin de l'âge des métaux, ne doit finalement pas être pensée comme une des conséquences de ce nouveau mode d'être au monde. Et donc si, sans être né de la préhistoire et encore moins à la préhistoire, ce qui n'aurait strictement aucun sens, la philosophie ne doit pas être pensée comme une des disciplines qui l'a entérinée, c'est-à-dire qui a entériné l'ontologie mise en place par le processus de néolithisation. Or, quelle est-elle, cette ontologie? Telle que l'art figuratif du paléolithique récent, puis celui du néolithique nous l'apprennent par le jeu même de leurs différences, et pour le dire ici fort rapidement dans le peu de temps dont je dispose, je dirais que cette ontologie est celle qui fait de l'humain non seulement le centre de la représentation, mais plus encore le centre qui ne peut se maintenir comme tel qu'en soumettant le vivant animal, alors domestiqué, jusqu'à progressivement le réduire au rang de faire-valoir. Or, durant près de 30 000 ans auparavant, 30 000 ans quand même, on ne peut que s'étonner de cela, pendant 30 000 ans auparavant, donc sur quasiment toute la totalité du paléolithique récent, l'humain ne s'était pensé qu'à partir du vivant animal, tant il n'avait cessé de le figurer, sans presque jamais lui-même explicitement se représenter. Que veut dire dès lors que la philosophie a entériné cette nouvelle façon pour l'homme d'être au monde, cette ontologie nouvelle? Cela signifie qu'elle en a reconnu l'effectivité, et plus encore qu'elle a conceptuellement participé à en justifier l'établissement civilisationnel en faisant de cette question « qu'est-ce que l'homme ?» celle à partir de laquelle toutes les autres pouvaient désormais prendre sens. Et on peut entièrement relire la naissance de la philosophie en Grèce, dans l'Antiquité, en montrant assez facilement, je crois, que la question centrale répond à ça. La question centrale de la philosophie grecque, c'est qu'est-ce que l'homme? Accepter une telle approche suppose de comprendre que l'antique, qu'on croit ancien, du moins quand on fait de la philosophie, est en fait tardif. Comprendre que l'antique qu'on croit ancien est en fait tardif me semble être un des enjeux majeurs de la réception au sein des sciences humaines de l'archéologie préhistorique. Outre que c'est là ce qui peut permettre d'en finir avec la préhistoire, il est manifeste que cela engage un changement complet de paradigme épistémique.
si ceux qu'on nomme encore du nom ancien de préhistoriens en ont déjà, je crois, pour l'essentiel fini avec la préhistoire, au sens où celle-ci imposerait une fracture majeure entre ce qui relève de l'écriture et ce qui n'en relève pas, il me semble toutefois qu'ils n'ont pas encore réussi à le faire comprendre. Peut-être que vous n'avez pas encore réussi à le faire totalement comprendre. Et ce qui peut-être vous en empêche, je crois que c'est deux choses. D'une part, c'est l'hyperscientifisation de votre discipline, ainsi qu'à moindre titre, la privatisation, certes en partie nécessaire, des cavités que vous étudiez. Toutefois, ce qui importe, me semble-t-il, c'est désormais de s'ouvrir à d'autres disciplines que celles relevant des seules sciences expérimentales ou empirico-formelles, dont vous, les préhistoriens, avez par ailleurs besoin. S'ouvrir à d'autres disciplines, je crois que ça ne veut pas seulement dire, pour moi en tout cas, s'ouvrir aux approches artistiques, comme cela peut parfois se faire aujourd'hui. Si la chose est intéressante, il me semble qu'elle constitue parfois, et parfois trop souvent, un simple alibi d'interdisciplinarité. C'est s'ouvrir aux sciences humaines qui importe. Car ce n'est que si ces sciences-là, si les sciences humaines comprennent l'enjeu des données issues de l'archéologie préhistorique, ce qui ne peut se faire que si elles sont capables de s'en ressaisir pour elles-mêmes, que ces sciences humaines seront alors capables de proposer en retour aux archéologues préhistoriens de nouveaux outils permettant de penser le devenir des cultures qu'ils étudient. C'est-à-dire finalement de contribuer à mieux comprendre le rapport qu'Homo sapiens a mis en place avec le reste des vivants, animaux et environnement compris, depuis la néolithisation. Question qui, pour le temps présent, me semble de la plus grande importance. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, Philippe, pour cette intervention qui est conclusive compte tenu de l'heure qu'il est. Je ne sais pas si parmi les personnes qui sont présentes là, j'ai vu qu'il y a aussi Boris et Nicolas. Voulez-vous entre vous une discussion? Y a-t-il des interrogations, des commentaires de l'un d'entre vous sur les présentations qui viennent d'être faites? Moi, j'aurais aimé faire un petit commentaire sur ce qu'a Oui. dit Jean-Loïc à propos de l'écriture, où je suis d'accord que c'est une convention qui est très, comment dirais-je, qui est maladroite en quelque sorte, même si elle existe, donc on fait avec, mais elle est très maladroite. D'une part, effectivement, comme l'a montré Jean-Loïc, parce que la coupure est très différente d'un lieu à l'autre du monde et qu'il existe même encore des sociétés sans écriture aujourd'hui. Et d'autre part, quelque chose que personne n'a relevé, c'est qu'en fait, même lorsque l'écriture a été inventée, elle n'était pratiquée pendant longtemps que par une très petite minorité de lettrés et qu'il a fallu attendre en fait des siècles, voire des millénaires dans certaines régions du monde pour que l'écriture se généralise et constitue en fait une base documentaire utilisable par les historiens. Du coup, ça limite beaucoup l'intérêt. C'est pour ça que je disais tout à l'heure ce matin que ce n'est qu'une convention, mais après, dans la pratique, l'écriture nous donne quelques renseignements sur les événements ponctuels, mais laisse de côté énormément de choses. En fait, on croit qu'il y a beaucoup plus d'informations et qu'on a beaucoup plus de connaissances avec l'histoire, ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de choses encore, beaucoup d'inconnus également en histoire. Merci Sophie. D'autres interventions? Oui, Boris, je t'en prie. Et puis Michel ensuite. Parmi d'autres, je voudrais remercier tout particulièrement Philippe et Rémi à nouveau pour la stimulation et votre façon de faire rebondir par vos exigences cet effort que nous faisons. J'ai retenu, Philippe, que tu nous, c'est pas un reproche, hein, mais que tu nous encourages à mieux faire comprendre qu'on en a fini avec la préhistoire. Dans le sens où Jean-Loïc l'a rappelé, je suis parfaitement d'accord évidemment avec sa façon de présenter les choses.
Je pense qu'on a des problèmes de communication à surmonter. Et là, ça fait écho avec ce qu'a dit Rémi, et qui me bouleverse beaucoup depuis quelques jours. Des façons de raconter cette longue durée, hein, cette spécificité qualitative de la longue durée. Cela fait bien longtemps que ça me travaille aussi. Et tu as bien décrit, Rémi, tout à l'heure, ces compressions du temps que nous opérons pour singer, finalement, l'écriture d'une histoire plus récente. Et je crois que quand on aura réussi à trouver ces façons d'écrire, et je persiste et je signe, cette histoire très ancienne que nous pratiquons, avec les mots qu'il faut pour rendre compte de ces spécificités, je pense qu'on aura plus de capacité à communiquer et à faire connaître les belles découvertes que nous faisons, en particulier le fait qu'on en a fini avec la préhistoire. Michel Menu, veux-tu prendre la parole? Oui, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Sophie. Ce qui est tout à fait intéressant, effectivement, c'est que l'écriture qui serait la ligne de démarcation entre l'histoire et la préhistoire, l'arrivée de l'écriture, eh bien, si ce n'est que la religion jusqu'au XVIIIe siècle, la religion catholique était, disons, diffusée par des images et non pas par l'écriture, hein, donc par les images qui étaient dans les églises, dans les hôtels, etc. Donc, et c'est pour ça qu'on revient à cette question de signification de l'art préhistorique et sur laquelle on aurait de longues discussions à reprendre. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose à propos de ce qu'a dit Philippe sur le besoin qu'il y aurait à collaborer et à travailler avec d'autres sciences humaines. Et en fait, je voudrais quand même dire que Rémi Labrusse, Rémi et moi, nous avons organisé 2 colloques, l'un en 2018, l'autre en 2019, précisément qui avaient pour but de réunir des gens sur l'idée de préhistoire de provenances très diverses. Donc l'un était autour de l'histoire, il y avait un psychanalyste, il y avait un philosophe, il y avait donc des gens d'univers très différents. Et c'était intéressant de voir comment ils pensaient l'idée de préhistoire, n'étant pas préhistoriens. Et puis, le deuxième colloque était plutôt lié à la même idée, mais avec des artistes, avec des écrivains, avec des peintres, des artistes, et même il y avait une musicienne, une chorégraphe. Donc, toute la manière dont les gens pensent la préhistoire, qu'ils soient préhistoriens ou pas. Et ça a été extrêmement fertile, extrêmement riche. Plusieurs personnes d'ailleurs qui sont présentes aujourd'hui ont participé à ces 2 colloques. Et je veux dire que ça va sortir bientôt, au mois de mars. Donc, ce sera un ouvrage, je pense, intéressant pour tout le monde, pour les gens qui s'intéressent à ces questions-là aujourd'hui. Donc, il va sortir en mars aux éditions du CNRS. Je me permets peut-être de reprendre la parole. Cette idée que je vous ai proposée, en fait, je crois qu'elle mérite d'être un peu précisée, c'est-à-dire qu'une des difficultés, quand on n'est pas préhistorien, quand on n'est pas archéologue préhistorien, disons comme moi, ou peut-être comme Rémi, je ne sais pas s'il se reconnaîtra dans mon propos, mais c'est de savoir exactement comment se positionner par rapport à la préhistoire. Or, il me semble que cette discipline qui est la vôtre, et c'est par nature le nom en quelque sorte d'un pôle scientifique, d'un pôle de regroupement scientifique. Ça a été plusieurs fois dans la journée montré, c'est-à-dire que les uns les autres, vous allez chercher d'autres disciplines que proprement la vôtre, ou peut-être que la vôtre est le nom d'un regroupement de disciplines, mais de quelle discipline on parle fondamentalement? C'est-à-dire c'est fondamentalement des disciplines qui relèvent d'un champ empirico-formel, et ce n'est pas du tout un grief, c'est un constat. Or, quand on a rapport à une autre discipline, disons qu'on va appeler des sciences humaines, la question pour la discipline de sciences humaines est de savoir comment se positionner. Et il me semble, en tout cas c'est l'expérience que j'en fais pour ma réflexion sur l'archéologie préhistorique, il me semble que si
on est cantonné en quelque sorte à un travail d'épistémologue, même si c'est absolument nécessaire de faire de l'épistémologie de la préhistoire, on ne fait jamais que ce que vous-même vous savez très bien faire. Sophie de Beaune, elle fait aussi François Bon, et puis beaucoup d'autres d'entre vous, dont j'ai lu les livres, et donc je suis très heureux d'avoir lu les livres, montrent que vous faites vraiment de l'épistémologie de vos disciplines très, très savamment. Jean-Loïc Lequelec le fait excellemment aussi, etc. Donc, une des difficultés, je pense vraiment, c'est qu'il convient pour les sciences humaines d'inverser le rapport. Et il ne s'agit pas seulement, et c'est ça la difficulté, quand on a affaire à quelque chose comme de l'archéologie préhistorique, qui se constitue comme une science empirico-formelle sur le fond, c'est-à-dire avec un savoir positif qui est vraiment... C'est aussi une science humaine. Et c'est une science... Je suis un peu surprise que vous parliez des sciences humaines et de la préhistoire. La préhistoire est une science humaine qui a recours, c'est vrai, à un outillage parfois extrêmement sophistiqué et scientifique. Oui, c'est à la fois l'intérêt et la difficulté. C'est-à-dire, en fait, ce langage nécessaire qui est requis par votre propre discipline, il est absolument, la plupart du temps, étranger aux gens qui font ce qu'on appelle des sciences humaines. D'ailleurs, du coup, si vous voulez, quelqu'un qui n'est pas formé en fait en préhistoire, il n'a pas le background nécessaire pour pouvoir souvent lire, sauf si vous ne faites plus à ce moment-là que de l'histoire de votre propre discipline, auquel cas, ça ne pose pas de problème. Donc moi, je me dis que le vrai échange de l'interdisciplinarité, il viendra, mais du coup, c'est un effort que je ne vous demande pas, que je demande aux gens de ma discipline. Je dis, il faut acquérir les compétences au moins minimales d'un archéologue préhistorien et savoir ce que ça fait, ce que ça produit comme effet sur sa propre discipline. Et là, il y aura une véritable interdisciplinarité. Sinon, il me semble que la plupart du temps, ceux qui viennent des sciences humaines, ils sont réduits à faire de l'histoire de la préhistoire ou de l'épistémologie plus ou moins critique. Alors, vous n'avez pas besoin de nous, parce que ça, vous le faites très bien. Et vous voyez, l'interdisciplinarité, ça ne consiste pas, à mon avis, à dire qu'on sollicite telle personne qui vient de tel milieu, tel autre qui vient de tel autre, et puis qu'est-ce que vous pensez de notre discipline à nous, les préhistoriens? Mais non, la question pour moi, ça serait... J'ai parlé de colloques qu'on a organisés, on n'a pas demandé aux gens des autres sciences humaines. Non, mais ce n'était pas un grief à vous adresser, ne vous inquiétez pas. Ce qu'était pour eux la préhistoire. Mais moi, si vous voulez, ce qui me semble vraiment important, j'insiste là-dessus, pardon, mais c'est que pour sortir de ces cloisonnements, parce qu'effectivement, le vrai objet de l'archéologie préhistorique, et vous avez parfaitement raison, à mon sens, c'est qu'est-ce que l'homme? Enfin, c'est une étude de l'humain, de l'humain juste quand il commence, à quelles conditions il apparaît, etc. Comment s'évolue, se rompt, se continue son développement. Mais pour que nous, on entende ça, je dis nous qui ne sommes pas des archéologues préhistoriens, eh bien toute la difficulté, c'est qu'il faut qu'on fasse l'effort. Et ça, c'est un vrai effort, et je sais de quoi je parle en philosophe, parce que le nombre de philosophes qui s'intéressent savamment à la préhistoire, croyez-moi, il est plus que rare. Plus que rare. Et je le regrette profondément. Je regrette profondément. Mais il y a une vraie difficulté qui est le fait que, sans le vouloir, ou c'est comme ça, votre discipline est devenue très savante et d'un type de science qui ne relève pas des sciences humaines. Donc, Philippe, oui. Je voulais dire que je te rejoignais, parce que je te rejoins d'autant plus que, comme tu le sais, on avait essayé avec Étienne Benbenet, Mathilde Lequin, Claudine Cohen de faire ce colloque sur l'année dernière, je ne sais plus maintenant, ou il y a 2 ans, et que moi j'en suis ressorti avec une expérience que j'ai estimée à géométrie variable, tant j'ai senti qu'il y avait une différence dans la façon dont on pouvait apprécier les discours des uns et des autres, et dont les fondements de ces discours pouvaient être critiqués par les uns et les autres. Mais comme j'ai grand espoir dans ce que tu dis et que je te rejoins sur l'idée de ce besoin d'essayer de penser différemment, je suis très heureux qu'à Bordeaux, par exemple, tu es une jeune philosophe que tu connais, Mathilde Lequin, qui a été affectée par le CNRS au laboratoire. Et j'espère qu'avec cette personne qui arrive avec toute sa fraîcheur et sa jeunesse, on va réussir à faire justement, à nous débarrasser d'une partie de cette lourdeur
de ce que tu as appelé ce champ empirico-formel qui fait que ce matin, je parlais d'une dérive inquiétante que je trouve où on va plus vers des sciences d'ingénieurs que des sciences de chercheurs. Mais les questions que l'on se pose sont des questions de sciences humaines toujours, même si on a recours à des techniques et des analyses très sophistiquées. Nos questions et nos problématiques sont des questions de sciences humaines. À partir du moment où on s'intéresse à l'homme, tu as raison Sophie, il n'y a pas de problème. La question c'est de savoir qu'est-ce qu'est l'homme, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a évolué. Oui, c'est ça, comment il a évolué, comment il a vécu, qu'est-ce qu'il a pensé. Toutes ces questions-là sont des questions absolument de sciences humaines. Certes, mais on essaye de répondre et on a des moyens techniques pour y répondre, comme on l'a vu d'ailleurs, comme on l'a vu. La préhistoire s'intéresse certes à la question des sciences humaines, mais je pense qu'elle ce sera vraiment acquis quand elle aura impacté les sciences humaines. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas, et je suis même malheureusement sûr du contraire actuellement. Donc je me réjouis moi aussi beaucoup, comme Bruno, de la présence de Mathilde Lequin, que je salue au passage. D'ailleurs, oui, c'est très bien, mais voilà, toute la difficulté, c'est de savoir quel impact vous avez sur les sciences humaines. Et en l'état, je ne suis pas sûr que vous en ayez beaucoup, et je le regrette. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans les intervenants qui voudraient intervenir sur ce débat? Oui, Éric Boëda, je vois. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je dirais d'abord, l'exemple que Jean-Michel a dit et tout à l'heure était très intéressant, et je pense que se fixer sur la notion de l'écrit est peut-être une erreur. Jean-Michel a dit qu'il était face à des objets d'un temps défini et qui étaient commentés par celui qui l'avait fabriqué. Quelque chose qui est écrit, un livre n'est rien d'autre qu'un moment de vie raconté par celui qui l'a écrit. Quand on travaille au Brésil, on travaille sur des sociétés effectivement amérindiennes, et dans certains cas, et dans la plupart des cas, les objets qu'on leur montre et qu'on trouve n'ont strictement aucun écho pour eux. Je veux dire, ils ne sont capables de rien raconter dessus. Donc on voit que dans certains cas, l'espace-temps n'existe pas. Je veux dire, c'est comme ton expérience, Jean-Michel. Et dans d'autres cas, ces sociétés que l'on pourrait effectivement, qui n'ont pas choisi nos modes de vie, pour eux, je veux dire, nos objets que nous on considérait comme préhistoriques, pour eux, c'est des objets qui sont totalement inconnus et avec lesquels ils ne font aucun lien. Ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose que je veux dire, je vais dire trois choses. La deuxième chose que je veux dire, c'est que moi, il y a un mot qui me manque dans tout ce discours. Je veux dire, c'est que quand on fait appel effectivement à une batterie d'examens, on a l'impression qu'on a besoin de plus en plus d'ingénieurs. C'est tout simplement d'abord parce qu'on a affaire au temps long, d'une part, et que ce temps long fait que sur un plan taphonomique, les choses disparaissent et qu'on est obligé d'aller dans l'infra-petit pour retrouver quoi? Pour retrouver une mémoire, et une mémoire d'humain à travers des artefacts. Je veux dire que ça, c'est quand même, je veux dire, sur un plan épistémologique, c'est quand même quelque chose. Ce n'est pas le discours de l'autre qui a fait l'objet. On va passer par des moyens techniques. Donc, alors, il ne faut pas réduire la préhistoire aux moyens techniques, mais par contre, ces moyens techniques sont mis à la disposition, à notre disposition, pour retrouver des traces et à partir de ces traces, reconstituer une mémoire. Je veux dire que là, si on ne parle pas de mémoire, je veux dire, c'est même pas, on ne parle pas de préhistoire. Après, quand justement on s'intéresse au temps long, et là, le colloque, il a mis en jeu effectivement beaucoup de personnes qui travaillaient sur l'art, je dirais que la philosophie, c'est peut-être pas intéressée à la préhistoire, mais alors la philosophie des techniques, croyez-moi que, Jean-Michel, tu le sais aussi bien que moi, on a discuté avec un certain nombre de philosophes des techniques, et les philosophes des techniques s'intéressent profondément à la préhistoire. Et d'ailleurs, s'il y a bien un lien et une absence, un lien effectivement qui relie le temps long au temps présent, c'est la technique. Et s'il y a bien une absence, c'est effectivement de tout discours actuel, effectivement, de la technique, comme si elle était absente. Or, elle est coévolutive de l'homme, je veux dire, comme le sera aussi après les représentations artistiques, tout le biais symbolique qui nous est donné par les représentations artistiques. Donc, attention à ne pas réduire
à tout réduire. Je veux dire, ce n'est qu'un colloque. Si vous voulez, on peut continuer à débattre et ouvrir une bonne bouteille et puis du foie gras. Là, on va vous en sortir des liens et effectivement des longues discussions et des apports communs et des discussions communes. Je veux dire, non, je pense que là, il faut faire attention dans le discours. On n'est pas des philosophes, d'ailleurs. On utilise la philosophie comme on utilise les microscopes. Je veux dire, on cherche des idées, on cherche des façons de voir, alors, des fois, ça déplaît aux philosophes, effectivement, en disant, mais oui, mais bon, mais nous, notre objet, il est matériel. Hein. Il ne faut jamais l'oublier. Notre objet, on parle de l'humain à travers la matérialité des choses. C'est comme ça. Et c'est une réalité. Et c'est ça la spécificité de notre histoire. Merci Eric. Je vois qu'il y a encore parmi les auditeurs, nous avons un peu de temps. Je rappelle que nous ne pouvons pas prendre de questions venant de l'extérieur. J'ai vu que Mathilde Lequin a adressé un mail. On prendra effectivement ces éléments. Je vois Jacques Jobert, François Bon encore présent. Voulez-vous rebondir sur le débat? Juste une très courte parenthèse. J'avais levé la main tout à l'heure, mais c'est parce que je voulais coller à une intervention de Rémi Labrusse à propos de cette notion du temps, de cette épaisseur du temps que peut-être nous, préhistoriens, on ne convoque pas suffisamment, visiblement. On ne sait pas peut-être faire suffisamment passer ce message de la notion du temps. Mais il ne vous aura pas échappé que nous faisons attention à ne pas s'exprimer, par exemple, en milliers d'années. De temps en temps, quand on est sur des périodes très anciennes, on parle en kilo-années, on parle en millions d'années. Et c'est comme ça qu'on référence notre appréciation du temps, non pas par snobisme pour se distinguer du reste de la planète, mais parce que c'est l'imprécision des datations dont nous sommes recevables. Et moi, je tiens beaucoup à ce qu'on conserve cette espèce d'imprécision parce que, voilà, nous, on s'y est habitué. Alors, peut-être qu'on ne le qualifie pas suffisamment, mais moi, je me suis habitué à parler en kilo-années quand je travaillais sur le Pléistocène moyen. Parce que justement, voilà, j'essaye de faire comprendre à mes interlocuteurs que nous ne sommes pas du tout sur la même échelle d'appréciation. Parfois, je fais également une référence entre, je sais pas, les anciens francs et l'euro. On est passé d'un système à un autre. Alors, de temps en temps, on essaye un petit peu avec nos calculettes pendant quelques années de faire la distinction, enfin, le rapprochement entre les francs et les euros. Mais à un moment donné, voilà, on est dans un autre système et il faut s'y habituer. Donc ça, je tenais à faire ce petit rappel. Je suis bien d'accord, hein, évidemment, bien sûr. C'est pour ça que je disais, en fait, c'est très, très souvent formulé, mais je disais, mon mot est maladroit, je disais, c'est pas thématisé, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça ne transforme pas la manière de réfléchir, quoi. Mais cela dit, je suis totalement incapable de dire comment réfléchir autrement. Hein. Moi, je suis dans la porie totale. Mais je dis simplement qu'effectivement, oui, bien sûr, oui, vous le dites tout le temps, et c'est une des grandes parts de l'attraction complexe, d'ailleurs, de l'angoisse aussi que provoque ce chant, quoi. Oui, bien sûr. Je peux encore ajouter juste une phrase de Jean-Michel ? Oui, je t'en prie. On a le temps. Alors là, c'est pour répondre à quelqu'un qui, je pense, nous a quittés, parce que tout à l'heure, on a émis, pour certains d'entre nous, la notion de doute, la notion d'incertitude quand on tient des discours. Mais attention, moi, c'est sur une espèce de curseur, et il y a toute une échelle de graduation entre un doute extrême, terrible pour certains segments de notre documentation, et à l'autre extrémité, il y a des certitudes. On a énormément avancé, Eric l'a rappelé, Jean-Michel aussi, on était plusieurs à le rappeler, et vous qui êtes extérieur à nos disciplines, vous constatez que nous avançons quand même sur des segments de cette documentation. Donc, je ne suis pas du tout dans un doute permanent, et ce n'est pas du tout un message que je fais passer. Hein. C'est vraiment sur un curseur très très long, et rassurez-vous, y compris sur les périodes relativement anciennes, il y a des notions qui ne sont pas du tout, sur lesquelles on ne doute absolument pas. Je vous remercie vraiment de vos implications, tous les orateurs. Nous allons bientôt devoir rendre l'antenne selon l'expression consacrée, et je vous souhaiterais
au nom de tous les organisateurs, ceux qui sont ici présents, remercier les structures qui ont permis la réalisation de cette journée et remercier ainsi le Centre de recherche et de restauration des musées de France au Palais de Tokyo à plusieurs titres. D'abord pour son accueil, pour son soutien financier, son soutien personnel, ces personnes, Michel Menu, Nicolas Mélard, qui était encore conservateur au début de ces réflexions, Vanessa Fournier et bien sûr Florian Bourguignon que vous avez vu intervenir. Il fut un indispensable coordinateur en lien avec le prestataire de cette réunion qui est enregistrée et qui va faire que la captation sera disponible et donc que ce document sera transmissible et partageable. Et je pense que son contenu particulier, cet investissement et l'originalité de pas mal de propos intéresseront et des chercheurs et beaucoup d'universitaires et d'étudiants. Je voudrais remercier aussi l'UMR Arscan, l'UMR 7041 de l'Université de Paris 1 et le laboratoire MAP, métaphysique allemande et philosophie pratique de l'UFR de sciences humaines et arts de l'Université de Poitiers et le musée d'histoire naturelle de Lille où aujourd'hui Nicolas Mélard est conservateur. Cette journée donc était la première et le premier volet. Nous en avions prévu 2. La seconde aura lieu donc quelque part au mois d'octobre de 2021. Elle a été reportée du fait de la crise sanitaire qui affecte nos sociétés. Et elle aura lieu par contre à l'auditorium du Louvre, devant un public certainement différent, moins spécialisé, plus large, avec de nouveaux intervenants intégrant un large public et des artistes, avec l'ensemble des organisateurs qui sont ici encore présents. Et moi-même, nous vous remercions pour avoir été très nombreux. Je vous rappelle qu'il y avait environ 300 personnes inscrites. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt de vous revoir. Merci à tous. Merci aux organisateurs. Bye bye. Merci. Très grand merci. Merci. Merci.